Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans titre, une fois de plus enregistré au Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste plasticienne Séverine Hubbard. Bonne écoute. Tu es artiste plasticienne, sculptrice, constructrice, tu vis et travailles entre la France et l'Argentine. Tu édifies des structures souvent réalisées en résonance avec leur environnement dans le rapport aux matériaux, à l'histoire sociale des lieux. Tu récupères, collectes, assembles des éléments souvent existants pour produire des installations tantôt intimes, tantôt monumentales. Ton travail se déploie également à travers d'autres supports comme le dessin, le collage ou la vidéo. Depuis 2000, tes créations sont régulièrement exposées et font aujourd'hui partie de plusieurs collections publiques et privées. J'ajoute à ce titre d'ailleurs que tu participeras à Hors-Champ au Centre d'art de Beauvais le Quadrilatère, qui est donc la version 2025 du festival Hors-Piste porté par le département Culture et Création du Centre Pompidou. Ça, c'est le point. La promo toute actuelle. J'amène juste une petite correction. Je vis et travaille aujourd'hui entre Saint-Denis, à la porte de Paris, et le Cantal. J'ai vécu 6-7 ans en Argentine. Ah, l'Argentine n'est plus d'actualité. Je suis rentré en 2017. Ah, d'accord. Okay. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Souvent, on dit que j'ai fait les arts déco à Strasbourg, alors qu'au fait, je les ai jamais fait. Donc, des fois, ça dépend des, voilà. Ça dépend de ce qu'on trouve sur toi sur Internet. Très bien. Est-ce que dans un premier temps, tu peux revenir sur tes études et ta formation, du coup, qui ne se sont pas basées à Strasbourg? C'est le moment de débunk. Avec plaisir, parce que c'est des super bons souvenirs. Moi, je suis vraiment j'appelle ça produit des beaux-arts, on va dire. J'ai vraiment fait un bac, d'abord scientifique, ça c'est le truc un peu original, bio, parce que j'ai plutôt dans une famille d'ingénieurs et de scientifiques, et ça me plaisait plus, j'aimais pas lire. Mais direct après, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis retrouvé aux Beaux-Arts de Dunkerque, parce que j'ai eu un super prof d'art plastique au lycée. On faisait des expos de tellement de gens bien, de Gunther Bruce. On avait des sujets comme bien fait, mal fait, pas fait de Filiou au lycée. Hein. On exposait du Bruce Nauman dans les couloirs. Donc voilà. Merci à mon prof d'art plastique qui m'a dit, moi, il fallait que je sèche les cours de scientifique pour aller au cours d'art plastique qui était réservé aux littéraires. Mais c'est lui qui m'a dit, tu devrais faire les Beaux-Arts à Dunkerque. Et il m'a offert un emballage de livres avec la photo de Philippe Robert, Pierre Mercier et Jean-Sylvain Biette, il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait BMR et qui ont été mes profs quand je suis arrivé à Dunkerque. Donc pour 3 ans de Beaux-Arts à Dunkerque, 97, 99, un truc comme ça, et après pour aller voir une école plus grande, j'avais fait plusieurs équivalences et j'ai choisi d'aller à Nantes. Voilà, pour faire... mais je me sens vraiment... Je pense que ce que j'ai appris dans une école d'art, c'était plutôt à Dunkerque qu'à Nantes. À Nantes, c'était plus pour profiter des opportunités. On a fait une exposition à Saint-Denis, à Munich. On s'est rencontrés plus entre nouveaux qui arrivaient en 4e année. Mais il y avait déjà en 4-5, il y a déjà plus trop de cours magistraux et tout ça. Donc je trouve que ma vraie éducation, je l'ai eue. Mon mentor, je pense, c'était beaucoup Philippe Robert à Dunkerque. D'accord. Et donc, t'es arrivé là-dedans en te disant, bah tiens, en fait, ce champ-là que j'imaginais pas tellement pour moi étant scientifique, en fait, il y a une révélation et tu y vas direct en disant, bon. Ouais, après, je dessinais toujours un petit peu dans mon coin, j'écoutais quand même beaucoup de musique. Et en fait, ce prof d'art plastique donc lycée, c'était au lycée Montebello à Lille, je suis née à Lille, je suis lilloise, j'avais peint sur ma casquette et sur mon t-shirt le petit bonhomme des Ansturzen de Neubauten, un groupe de musique industrielle, et le seul qui connaissait ce groupe dans le lycée, c'était mon professeur d'art plastique avec qui je suis devenue assez fidèle à tout ce qu'il avait envie de nous partager. Mais alors du coup, du coup, après en arrivant aux Beaux-Arts, moi j'ai trouvé ma place assez vite. Ouais. J'étais bien. Oui, les gens qui tapent sur des portails en fer avec des clés à molette, effectivement. On est bien aux Beaux-Arts. Comment se sont passés tes premiers pas, du coup, après, à la sortie des Beaux-Arts, tes premiers pas à la sortie de Nantes, du coup. À la sortie de Nantes, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Donc, Nantes, durant
Non, c'est pas mal quand même. Donc moi, je pars à Nantes, mais j'avais eu aussi comme professeur Pierre Mercier. Bon, pendant que je suis à Nantes, on va en échange à Munich, je m'arrête à Strasbourg, où maintenant Pierre Mercier enseigne à Strasbourg à cette époque-là, et on tombe amoureux. Et donc, sortie de l'école, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée passer l'été avec Pierre, et c'était tellement bien qu'après, je suis allée vivre avec lui à Strasbourg. D'où le fait que des gens pensent, vu que j'étais proche d'un prof très actif au sein de l'école, avec beaucoup de professeurs et d'étudiants qui venaient séjourner à la maison. Voilà. Donc c'était le premier pas que j'ai fait, c'était quitter Nantes, parce que j'avais vraiment peur, comme je construisais aussi, le fait d'avoir accès aux ateliers et tout ça, de m'en servir trop, en fait, si je voulais. Et après, j'ai fait une demande d'aide à la DRAC pour avoir des outils portatifs, parce que je bousais beaucoup. Et ça m'a bien aidé, une fois que j'avais des outils. Et sinon, j'ai quand même beaucoup fonctionné, moi, au début, sur le système de résidence. C'est-à-dire que comme j'ai un travail qui se fait sur place, et que si j'ai pas de commande ou pas de contexte, je fais pas grand-chose, le travail en résidence me correspondait bien. Donc je me souviens de me retrouver au FRAC Nord-Pas-de-Calais. Une copine, elle m'avait filé un pavé, les résidences dans le monde, en 2001. Donc j'ai lu les 2000 pages, et puis j'ai dit... Ouais, il y a la National Sculpture Factory à Cork, ça a l'air pas mal, parce qu'ils ont reçu des artistes que j'aimais bien, c'était genre Tony Cragg, enfin, faut rêver, hein. Voilà, des gens comme ça. Et puis surtout, ils ont une grue pour lever des choses lourdes, et ça a l'air super. Donc j'ai candidaté. À l'époque, il y avait un programme qui s'appelait Pépinière d'artistes en Europe. Voilà. Et c'était pas... Beaucoup de gens candidataient pour aller à Londres, mais c'était plutôt vidéo, Londres. Mais il y avait plus d'argent. Mais moi, je faisais pas de vidéo. Donc, je pense que quand on candidate, faut vraiment savoir pourquoi on candidate et si ça nous correspond ou pas. Et donc, celle-là, ça a marché. Et puis après, j'ai enchaîné comme ça beaucoup. Quand même pas mal de résidences, 1 à 2 par an. Sachant que j'avais ce confort de quand je rentrais en France, comme j'habitais avec Pierre, j'avais une maison qui bougeait pas. Ouais. Je me souviens d'être parti, je suis bavarde, hein, d'être parti en résidence en même temps que Nicolas Boulard, qui lui moi j'allais à Aomori Art Center, magnifique, dans un Tadawando, vivre pendant 3 mois au nord du Japon, et Nicolas, il partait lui à Sapporo dans une résidence très urbaine, sauf que lui, pour passer 3 mois au Japon, il avait dû lâcher son appart, le louer, tout ça. Moi, je partais, je faisais mes trucs pendant 3 mois et je revenais, ça avait pas bougé, hein. Le frigo était toujours plein, et voilà. Donc, je m'en suis rendu compte que après que c'était un confort. D'accord. Mais ça veut dire que très rapidement, ce parcours, ce chemin, en tout cas, jalonné de résidences comme ça, de dossiers pour faire des résidences, c'est comme ça tout de suite que c'est... en tout développer ta pratique. Je pense que c'est comme ça que ça se développait. Après, en étant à Strasbourg, par exemple, j'ai quand même cherché à avoir un atelier. Donc, j'ai pris un petit atelier, je l'ai aménagé, j'ai mis mes outils dedans, puis après, j'ai dit, page blanche, quoi. Je sais pas beaucoup, on va en parler sûrement après. Je travaille pas beaucoup avec des galeries, j'ai pas beaucoup de stock, je produis pas grand chose. Je crée pas beaucoup. Des fois, mon copain, il se réveille, il dit, t'as créé aujourd'hui? Je dis, j'ai pas de commande. Enfin, c'est pas facile non plus, là. Et donc, finalement, cet atelier, je m'en suis jamais trop servi. Alors que quand j'arrivais en résidence et qu'on me filait un atelier, en fonction de ce qu'il y avait à disposition dans la résidence, là, ça marchait bien. Et après, résidence ou pas résidence, même en France, même chez mon voisin, ça dépend aussi des fois d'une rencontre ou voilà, je peux aussi m'auto-commander des choses de temps en temps. Oui, non, mais j'entends bien, mais c'était plus pour essayer de savoir un peu si c'est à travers les études, les beaux-arts, etc., que cette possibilité-là a émergé, dont tu as pris connaissance de cette possibilité-là et après tu dis ok, c'est cool, ou est-ce que c'est vraiment de manière plus organique que ça s'est fait après, en fait? C'était pour voir cette transition, s'il y avait déjà si dans la formation que tu as reçue il y avait déjà ces pistes-là d'évoquer, où tu t'es dit c'est une possibilité ou pas. Voilà, ça s'est présenté, je pense, la première donc à Cork, et après il y en a eu d'autres. Après j'en ai cherché un peu d'équipe.
chercher des résidences qui me correspondaient, ou des rencontres, forum européenne pour Young Artists à Grasse, où là, c'est le Québec qui m'a dit, faudrait que vous veniez. Enfin, voilà, il y a aussi des fois du bouche à oreille, fait qu'on se retrouve dans des endroits improbables. Aujourd'hui, tu cours encore après des trucs comme ça ou tu sais... Non, en plus, les gens, ils pensent que je suis une grande voyageuse. J'aime pas voyager. Mais c'est juste que pendant, à chaque fois, les résidences qui durent entre 2 mois et 6 mois, je me préoccupais ni d'argent, ni de... Enfin, je faisais que travailler. Donc, c'est pour ça qu'après, les gens, ils trouvent que je travaille beaucoup, mais je travaille par session. Mais en vrai, j'aime pas trop ça. Et donc, j'en ai même eu marre des résidences. Et en plus, j'étais prof. Je suis devenue prof à Angoulême. Enfin, peu importe. En tout cas, mon départ en Argentine, c'était vraiment ça. Marre des résidences qui durent 2 mois, 3 mois, 6 mois. Parce que des fois, on rencontre vraiment des gens super. Par exemple, moi, ça m'est arrivé à Francfort. C'était une résidence organisée par le CEAC quand j'habitais à Strasbourg. Il y avait toute une bande d'artistes, c'est vraiment devenu des amis. Sauf qu'au bout d'un moment, on les perd. Et donc, encore une fois, c'est fini. Et donc, quand je suis partie à Buenos Aires, j'avais décidé d'aller apprendre l'espagnol. Je suis pas très bonne en langue, donc et je savais que j'allais avoir besoin de temps et qu'il fallait pas que je sois trop proche de la France non plus. Et j'ai pris un billet aller simple en disant j'organise ma propre résidence. Et là, cette fois-ci, je vais essayer de rester longtemps, quoi. Donc, je suis resté 6-7 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu ce ras-le-bol des résidences. Et en fait, une fois à Buenos Aires, je pensais que j'allais pouvoir avoir le temps là-bas de me remettre à lire, de faire des choses comme ça. Et en fait, j'étais tellement stressée de pas avoir de travail que j'ai fini par refaire quelques petites résidences, mais en Bolivie, en Colombie, voilà. Du coup, visiblement le travail est lié au lieu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, alors pas plus précisément, je sais pas, comment apparaît le sujet justement pour toi ? Comment ça se construit ? Si en plus tu as dû faire des dossiers, est-ce que tu arrives avec une idée préconçue de ce que tu vas faire ? Comment ça se passe en fait ? Comment la forme arrive ? Souvent, ça marche avec une rencontre. Donc, soit c'est la rencontre, ça j'aime bien le dire, avec un lieu. Le lieu, il est inspirant. Il m'évoque quelque chose et puis j'arrive à faire mon art dessus avec dedans. Soit c'est une rencontre avec une personne, un groupe de gens. Mais souvent, ça peut être aussi une rencontre avec un stock, ou avec un matériau, ou avec une technique. Voilà. Mais il y a quelque chose qui provoque un début. Ou alors vraiment une commande spécifique. Ça, c'est intéressant aussi. C'est quoi une commande spécifique ? Je prends l'exemple le plus grossier. C'est j'ai eu la chance de faire le Sablier, qui est une commande pour avoir un monument à la mémoire de l'opération Dynamo. C'est la guerre en 1940, l'évacuation des soldats pris dans la poche de Dunkerque. Mais donc ça, c'est vraiment une commande spécifique. Il y a vraiment une histoire. Donc là, c'est la rencontre avec une histoire. Moi, je m'intéressais pas trop à l'histoire. Là, j'ai fait toutes les archives. Et ce qui est drôle, c'est que ce projet-là, je l'ai écrit depuis Buenos Aires. Okay. On n'est pas obligé d'être sur place pour l'écrire. Après, je suis sur place pour le fabriquer, pour trouver la bonne personne pour le réaliser et suivre le chantier. Mais donc, des fois, on n'est même pas obligé d'être sur place pour le faire. Mais par contre, quand c'est rencontre avec un matériau, je sais pas, au fin fond de la Gaspésie, ça peut être des matériaux tout simples, hein, c'est des croûtes de bois, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bois, et puis il y a beaucoup de gens qui coupent des bois, et à la Syrie, il reste les croûtes. Qu'est-ce qu'on fait avec des croûtes ? Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a une telle quantité que tout est possible. Donc ça peut m'inspirer, par exemple. Il y a une histoire d'économie aussi. Donc mais qu'est-ce qui fait, par exemple, donc tu fais un dossier pour Dunkerque, c'est quoi qui motive ce dossier-là ? Pour le Sablier, tu te dis, ah tiens, le sujet m'intéresse. Le sujet m'intéresse, c'est un défi. Thune. Bah ouais, là quand même. Là, c'est mon plus gros projet. Et c'était 175 000 € quand même. Donc, et en plus, je suis vraiment très fière parce que j'ai gagné en écrivant un projet en béton brut dans une ville qui était quand même largement détruite par la guerre et reconstruite en béton. Bon, j'ai mis 30% du budget dans un jardin paysager autour.
qui vue du ciel, c'est le drapeau anglais avec les coquelicots et les bleuets qui poussent au mois de juin, au moment de l'opération Dynamo. Donc les anciens combattants sont très contents de cette floraison. Mais ouais, la thune aussi. Et puis non, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans ces projets espace public, enfin en tout cas avec de l'argent, on va dire, c'est l'opportunité de travailler avec des gens qui ont des savoir-faire que j'ai pas et de faire des trucs que je pourrais pas faire. Là, mon sablier, c'est 100 tonnes de béton. J'ai travaillé. Les ouvriers étaient aussi fiers que moi du travail accompli. Et on a écrit le nom de tous les enfants avant de fermer le sablier. Enfin, c'est un sablier, c'est 4 marches en béton grande, 4 pylônes et 4 marches à l'envers. Donc c'est comme parce que la plage de Dunkerque était devenue une grande salle d'attente pour faire monter les soldats un par un. Et donc chaque grain de sable, c'est un soldat à la fois qui peut passer. C'est pas ils ont rien gagné. Ils ont juste sauvé beaucoup de personnes. Ouais. C'est une question d'échelle. Ça, l'échelle, ouais. Ça, quand il y a de la thune, on peut faire une échelle et travailler avec des gens, avec, je sais pas, des verriers, des ferronniers, enfin des. Oui, avoir des savoir-faire techniques des entreprises et autres tu peux pas contacter. Ouais, des plans. Ils font des plans hyper beaux. Je les accroche après chez moi. Donc ça, c'est quand même une grande motivation. Et après, moi, comme je fais que des trucs, les 3/4 du temps éphémères, même des installations un peu grandes, elles sont vouées à disparaître. Donc, il y a des concours des fois qui sont ouverts avec des œuvres, avec des bons budgets et tout ça, mais que c'est prévu pour 3 ans. Ça, j'adore. Parce qu'on peut faire du bois, par exemple. Moi, je connais bien le bois. Le bois, de manière ça ne tiendra jamais. Donc, même si vous le traitez à un moment donné, ça meurt. Donc, quand c'est prévu pour 3 ans, c'est bien. 5 ans et tout ça. Mais quasiment tout mon travail, il disparaît. Et donc, quand c'est des commandes comme ça, là, ça me permet de travailler avec des matériaux qui sont faits pour durer. Et je suis encore en train de suivre le sablier. Là, en ce moment, il y a un problème de lumière. Il faut le régler. J'avais fait un toit végétal, c'était une erreur. On aurait dit Monsieur Patate quand ça a commencé à pousser. Donc, j'ai réussi à faire un rendez-vous et à annuler le toit végétal. Je m'en suis rendu compte 3 ans après. Toute la question d'échelle était tombée à l'eau. Et du coup, tu faire ce genre de projet, est-ce que ça amène d'autres projets similaires ou pas ? Une fois qu'on en a fait un, c'est possible de candidater à un autre, tout ce qui est genre 1% et tout ça. Moi, mon premier, je pense que c'est pas du tout une commande publique, mais c'est le village, qui est quand même une œuvre un peu monumentale, qui était en extérieur, mais enfermé dans le musée de Strasbourg. L'architecte avait prévu un jardin au bout du couloir de hall d'entrée du musée, qui n'a jamais été un jardin, c'est un jardin de sculpture. Donc c'est à ciel ouvert, mais c'est comme un aquarium géant. Là, je leur ai proposé de faire un village. Enfin, en fait, non, j'étais invitée par Joël Pigeot-Descabeaux à faire une exposition dans la Project Room avec 10 000 €, je crois. Je lui ai dit non, mais je connais bien le musée, franchement, dans le jardin, il n'y a jamais rien vu et tout ça. Mais 20 000 et on fait un truc bien, 30 000. Bon, je pense qu'au final, on est à 100 000, mais ils ont eu le village avec 12 mètres de haut, 18 cabanons qui s'envolent. Ça paraît très, très léger. En fait, c'était très, très lourd. Et ça, c'était génial. Par contre, c'était réalisé par les services techniques de la ville. Ça, c'est un autre truc que j'aime bien et qui sont venus au vernissage. T'aimes bien travailler avec les services techniques de la ville ? Ouais, personne n'aime ça. Moi, j'aime bien parce que je leur fais faire toute la curiosité dans la question. Ouais, donc, qu'est-ce que tu racontes ? Je leur fais faire des heures sup, donc ils sont contents. Et ils commencent à 6h, on arrive à 10h, je bois un petit coup de rouge avec du pâté. et ça m'est arrivé 5-6 fois et à chaque fois, ça s'est bien... C'était chouette. Ok. Non, je sais pas. Est-ce que aujourd'hui, tu vis de quoi ? Est-ce que tu as un deuxième boulot ? Non. Donc, c'est qui te paie aujourd'hui ? Comment ça se passe pour toi ? Donc, moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. C'est pour ça que je peux vivre de mon art. J'ai fait pas mal des workshops qui dépannent de temps en temps dans les écoles d'art et tout ça. Comme je disais, j'ai enseigné 1 an, mais j'ai arrêté. J'ai réussi à démissionner. J'avais un beau poste, j'étais professeur de volume. L'année où j'ai enseigné, c'était à Angoulême.
Et pourquoi ça l'a pas fait? Parce que t'aimes pas ça? Non, j'adore ça. Au contraire, c'est juste que ça prend trop d'énergie. Et après, c'était à Angoulême quand même. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais pas continuer J'en avais marre de faire des allers-retours. Donc, j'ai fini par trouver un petit logement là-bas. Je finissais par être l'hôtel des autres profs qui venaient de Paris. Et puis, quand j'allais voir une exposition, je prenais des notes pour tel étudiant, pour tel étudiant, pour tel étudiant. Puis, j'oubliais de regarder ce qui m'intéressait moi. Et puis, en plus, j'avais écrit un super programme avec Jeanne Gaillousset pour restructurer la première année. Parce que j'aime beaucoup les premières, deuxième années. Pas du tout les 4-5. Et il avait été refusé par Eric Blot, le directeur pédagogique. Donc ça se fait que... Plein de petits détails. Au fait, au début, quand on a... C'est une école, oui, évidemment, chaque école a sa petite guerre. Celle-là, c'était art et BD. Et au début, moi, j'étais neutre. Je pouvais arriver déguisé en Tintin, au conseil de la fois d'après en robe de soirée, et puis la fois d'après. Et puis au bout d'un moment, j'étais étiqueté art contemporain, et donc ça, c'était embêtant. La direction, elle demandait de mettre des notes alors que moi, je mettais des appréciations. Enfin, plein de petits détails comme ça. À un moment donné, j'ai dit non. Je vois. Mais j'aime toujours aller faire un saut dans les écoles. Ça reste des endroits où j'aime bien voir ce qu'ils font. Mais pas à Angoulême. Je suis allée il y a 2 jours, ça m'a fait bizarre. Et donc, je vis après, sinon, j'essaye de demander des honoraires quand il y a des expositions où je sais que je vais faire un truc sur place et puis je vais rien garder. J'ai eu 3 galeries, elles sont toutes fermées, mais de toute façon, on n'a jamais vraiment beaucoup vendu. Sauf peut-être quand même la première exposition où c'était chez Eva Meyer, qui était encore Marion Meyer à l'époque, qui était rue de la Grange, et elle avait pris Jean-François Dumont comme directeur artistique, qui m'avait fait venir dans la galerie en disant « Est-ce que ça vous intéresse, une galerie ?» Alors moi, j'étais un peu grossière, je suis au bon nom, pas vraiment. Mais bon, si on l'a fait en septembre et qu'au mois d'août, la galerie peut être mon atelier à Paris, j'avais jamais vécu à Paris. Je suis d'accord, ça peut être bien. Et c'était super, au fait, parce qu'il avait fait une exposition, Georg Ettel, qui est un artiste d'une autre génération, et Séverine Hubbard, et les gens, il y avait vraiment confusion, c'était super. Et là, on a vendu une cheminée en bois à un collectionneur privé. Mais après, c'était ma première. Après, on a fait plein d'autres expos, on n'a jamais rien vendu. Je suis plus... Ce qu'il disait Jean-François Dumont, il dit, vous êtes plus une artiste institutionnelle. Donc, je suis dans des collections, mais c'est plus... même des collections comme où j'ai adoré un projet du CNAP, où il fallait écrire un projet d'une œuvre d'art protocolaire, temporaire et réactivable. Donc, il faut que l'œuvre à produire, elle coûte 25 000 €, et il faut qu'elle ait une durée de vie de 3 ans. C'était quoi ce projet? C'était quoi C'est le CNAP qui faisait un appel. Mais il a un nom, ce programme? Attends. C'était ça. C'était ça? Protocolaire réactivable. Et donc, là, on est plusieurs à avoir gagné. Et tout le monde a réalisé... moi, je suis hyper contente parce que j'ai fait la Magnifique Tower. J'ai fait un hommage à Nikola Tesla, qui est pas vraiment une œuvre protocolaire, mais on va dire il y a des plans et ça doit être construit par un charpentier. Donc, voilà. Et là, en ce moment, elle est au milieu de la forêt à Orsay. Et elle est photoluminescente, donc faut y aller la nuit. Avec une lampe de poche, c'est assez difficile d'accès. T'en fais beaucoup, toi, des dossiers, des demandes de bourse? Ouais. Là, je me suis collé. Comme j'ai eu... C'était un des premiers que je faisais. Et j'ai fait le 1% de l'école d'art de Saint-Nazaire il y a quelques années. Parce que comme moi, j'étais étudiante à Nantes et l'école d'art, elle s'agrandit, ça devient Saint-Nazaire, que j'adore Saint-Nazaire, c'est un petit Dunkerque. Je me suis dit, quand même, celui-là, je vais candidater, c'est mon école, et je l'ai gagné avec un projet qui s'appelle Landsketchcraft, enfin avec une idée un tas de cailloux d'un côté avec un drapeau. Donc c'est l'île, et le drapeau, c'est un étudiant qui le dessine tous les ans différemment, 12 mètres à 12 mètres de haut. Et de l'autre côté, les pierres sont taillées et forment des rondins et une voile, et ça, c'est le radeau. Donc, dans cette idée que l'école d'art, on passe 5 ans à construire ses propres outils pour réussir à s'en aller. Voilà. Ouais, en gros. Mais je pense que j'ai réussi à gagner ce 1% parce que je connais bien les écoles d'art. Donc, j'ai pu écrire un projet qui, je pense, correspondait bien à la demande des gens. Et depuis, j'en fais quand même quelques-uns. Il faut être premier, je suis souvent deuxième. J'arrive à passer la première étape. Ouais. J'arrête les collèges, c'est horrible.
On m'a dit, vous avez pas d'enfant, vous comprenez pas. Donc là, ça m'a quand même vexé. Et mais quand il y a des sujets qui sont intéressants, je sais pas, en ce moment, il y a Carnac, c'est un site en Bretagne. Mais là, c'est vraiment passionnant. Là, j'en fais un petit, un 30 000 à Gavaudé, parce que comme j'habite la moitié du temps dans le Cantal, ça c'est pas loin, c'est vers Figeac. Et ce qui est génial, c'est que je suis en concours avec des super amis. Bonjour Hugues et Nathalie. Hugues Brevet, Hugues Rochette et Nathalie Brevet. Et qui habitent aussi le Lot pas loin. Mais c'est site de Gavaudé, là c'est le contraire, c'est pas 1940, c'est 44. C'est vraiment le lieu de résistance où tout le monde, ils se font quand même tous tuer à la fin, mais c'est, et puis c'est une ferme, il reste qu'une ruine, enfin il y a rien. Donc ça c'est passionnant à écrire un projet pour ça. Oui, tu te saisis de toutes ces commandes-là, enfin de tous ces endroits de projet pour activer toi un peu ton protocole, enfin ta façon de traiter le sujet, etc. Et d'être comme ça en dialogue, en réaction avec une opportunité qui existe, quoi. Voilà. Et après, je sais pas, sur ces trucs-là, par exemple, à 30 000, que ce soit 30 000 ou 100 000, en général, je prends 20%. Donc, je peux gagner entre 6 000 et, enfin, ça fait des rentrées, agréables, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, tout le spectre galerie, collectionneur privé, etc. Ouais, c'était pas mal, je connaissais un petit peu avec Eva. Après, j'ai travaillé avec Laurence Bernard à Genève. Et c'était une super galerie aussi, parce que dedans, il y avait Stéphane Tidé, les frères Chapuisat, Yann Kopp, enfin, là, que des amis artistes. Et donc, c'était vraiment chouette. Mais elle a fermé aussi. Et je pense qu'on vendait pas grand-chose. Et après, j'ai été récupérée par Lily Robert. C'est Olivier Robert qui était le voisin qui a ouvert Lily Robert. Et on a fait une expo et lui aussi, il a fermé pour d'autres raisons. Mais par contre, si je viens d'ouvrir une exposition à Pau, au Bel Ordinaire, donc ça c'est vachement bien aussi. C'est des gens, il y a vraiment un suivi. J'ai fait un truc dans l'espace public en 2009 à Pau. Et c'était le tout début du Bel Ordinaire. On était plusieurs artistes invités, avec Julien Celdran, avec... je sais plus, Victoria Kloss, et on va dire on n'a pas souffert, mais on était accueillis dans des conditions un peu limites, on va dire. On a créé nos trucs. Et donc là, la directrice Florence de Mecrem, elle nous a, dans différents moments, pu réinviter en disant bon bah voilà, 15 ans après, c'est chouette que vous reveniez dans le lieu, on a un vrai lieu de résidence, on a des ateliers et tout ça. Et moi, elle m'a invité en 2022 pour faire une expo en 2025, en me demandant si j'étais libre. Je dis ouais, à 3 ans à l'avance, il y a moyen. Et c'est un lieu où ils font aussi beaucoup de graphisme. Et j'ai toujours été admiré de toutes les affiches qu'il y a dans ce lieu. Puis leur programme est beau, hein. Je sais pas si tu as déjà vu leur catalogue les invitations, ça. Les invitations, c'est fait partie des dernières affiches, hein. Maintenant, c'est fini la sérigraphie. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une exposition de design. J'avais cette idée en tête. Donc, heureusement, j'avais 3 ans pour préparer cette exposition. Donc, avec le Bel Ordinaire, l'idée, c'était aussi de produire. Le design, ça coûte cher. De réussir à produire une pièce nickel. Je veux faire du design très chic par an. Et puis là, de faire vraiment une scénographie sur place pour présenter les quelques objets ou prototypes, on va dire. Donc, l'expo, elle s'appelle Trou Blanc, dans cette idée que pendant 20 ans, j'ai fait le trou noir, j'ai accumulé. Et puis là, je ressors, c'est un peu une relecture de mon travail. Je ressors quelques objets comme ça. Et je pense que sans galerie, moi, les gens riches que je connais, je peux peut-être plus facilement aller les voir en les disant vous voulez un Séverine Hubbard mais sur lequel vous pouvez vous asseoir, plutôt je suis pas galeriste, quoi. J'aurais du mal à aller les voir en demandant s'ils veulent un Séverine Hubbard tout court. Et du coup, l'accrochage, ça fait partie du travail pour toi? Enfin, je veux dire, l'exposition, tu l'accompagnes de la création. Là, par exemple, tu dis des pièces qui vont être donc du coup un peu usinées, un peu... Enfin, voilà, ouais. fait différemment. Est-ce que tu vas accompagner ça même jusqu'à la pose sur les murs, ouais, la scénographie et le clou, ouais, avec les services de la mairie?
Bon, bah là, au Bel Ordinaire, il y a Romuald et Adrien, donc tout va, et même Charlie et plein d'autres mondes qui t'aident. Mais il y a même une pièce sur place, un plafond bas qui est fait. Les Parisiens doivent connaître, quand on rentre en voiture à Paris, on arrive Porte d'Italie et on passe un tunnel et il y a un plafond assez zarbi avec plein de... je pense qu'il est fait pour le son, ou je sais pas. Bon, bah, en m'inspirant de celui-là, j'en ai créé un dans ce qu'ils appellent la petite galerie du Bel Ordinaire, mais en bois et en plaque offset, un peu usagé. Il y a quand même, je voulais qu'il y ait quand même un matériau de récupération au milieu de tous mes objets neufs. Et là, ça a été des plaques offset parce qu'ils font c'est un beau matériau que j'ai finalement dû acheter, que j'ai pas pu récupérer. Mais donc il y a ce plafond bas au centre de l'exposition, et après oui les autres pièces. Mais ça coûte très cher. J'ai fait une table basse que j'avais dessinée au Japon en 2006. Là, je l'ai réalisée. C'est 2700 €. Et j'ai un copain forgeron, Peter, dans les fond des Flandres. Je voulais faire travailler et j'ai remarqué qu'une enclume avait toujours un trou rond et un trou carré. Donc, je lui ai demandé de forger un valet de chambre sur cette base d'enclume, sur sa grande forge, sur son enclume de 150 kilos. Enfin bref. Donc, 900 €, l'enclume 200 €. J'ai fait fondre un bassin de vache récupéré en Argentine. Le tirage, c'est 1200 € déjà. Donc, enfin, c'est dur. Donc, tout ça, bah, ça veut dire qu'il faut au moins les vendre 3, 4, 5 000 € pour des... Et il y a que des petites lampes que j'ai quand même bricolées moi-même, que j'avais commencé à en faire au Shed à Rouen. Et je les appelle les veilleuses folles, et ceux-là, je les aime bien. Donc là, en fait, on est sur une expo qui a une prod de 10 000 €. Et c'est qui la finance, du coup? Le Bel Ordinaire. C'est le Bel Ordinaire qui finance tout, et tes honoraires et tout voilà. ça. Bah après, comme il y a quelques factures que j'ai pas pu leur donner parce que il y en avait pas, pour souder moins cher. Mais sinon, ouais, ils ont vraiment... je sais plus à quelle hauteur, mais en gros, ouais, c'est ça. Et j'ai quand même récupéré 3 000 € d'honoraires pour ma pomme. Mais tout le reste, c'était j'ai mis tout l'argent qu'ils avaient dans la production de ces prototypes. C'est souvent comme ça, les expos? Ou c'est rare que tu sois aussi bien accompagné? J'ai l'impression que là, les continents... Dans le mieux, j'ai jamais travaillé de manière aussi confortable que pour le voyage à Nantes. Non, désolé les Nantais, hein, si vous avez du mal avec le voyage à Nantes, quand on est artiste invité, c'était incroyable. J'ai réalisé en plus un projet que j'avais dessiné, c'était mon DNA en 99, et j'ai fait l'été dernier. L'idée, c'était de mettre une charpente de l'homme dans la charpente d'un arbre. Et là, leur thématique cette année pour le voyage à Nantes, c'était les arbres remarquables de la ville. Et ben, ils m'ont invité à investir un pin de 80 ans qui faisait 20 mètres de haut. Et de la base de son tronc, j'ai pu faire sortir une charpente qui, en plus, est tord, comme celle du toit des compagnons à sortie sud quand on arrive à Nantes. Et ben, ils ont enlevé les compagnons charpentiers qui travaillaient sur Notre-Dame de Paris pour les mettre sur mon chantier. Ils ont fait la 3D de l'arbre avant. J'arrivais, j'ai un chien, l'hôtel n'acceptait pas les chiens. Et un quart d'heure après, j'avais un nouvel hôtel surclassé. Je sais pas comment. Je suis arrivé pour faire la maquette du projet. Ils l'avaient imprimé en 3D. Ils avaient des morceaux de balsa de différentes tailles par rapport à l'échelle à laquelle ça correspondait. Ça m'est arrivé. Hein. Ouais. Donc très confortable. Et en plus, j'étais bien payé. En plus, ouais, je vois. Et ça a duré que 3 mois. Ouais, c'est fantastique, ouais, ça a l'air bien. Hein. Mais ça arrive pas souvent. Hein. Ouais. Oui, j'imagine que c'est pas la norme. Non, c'est pas la norme. D'ailleurs, c'est pas spécialement les histoires qui t'intéressent. Toi, tu préfères quand c'est plus galère. Mais c'est bien quand ça arrive une fois parce que ça requinque. Oui, bah oui. En fait, une fois de temps en temps, un truc comme ça, c'est comme des fois les gros trous. Puis il y a un coup de fil. Moi, l'année dernière, le coup de fil, ça a été Beauvais, quoi. Le quadrilatère. Magnifique centre d'art. Je ne m'étais jamais arrêté. Et voilà, un coup de fil, un truc comme ça, ça redonne, parce que des fois, il y a des descentes. Phases est-ce que tu peux nous parler de ça, justement? Les artistes en parlent très peu, globalement. Et des moments de doute et des moments difficiles. Est-ce que ça arrive? Moi, je rêve d'avoir, dans les moments de doute, je rêve d'avoir un patron.
C'est horrible, hein, mais ça dure pas trop longtemps. Je rêve d'avoir un salaire fixe. Non, mais parce que j'aime bien d'avoir une mission à accomplir et puis voilà, d'avoir quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire, d'avoir des horaires, parce que là, évidemment, il y a que toi pour te lever le matin, sinon on devrait rester couché. Et même s'il y a toujours des choses. Ouais, les moments de doute, donc il y a ça. Ouais, peut-être se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre. Alors, mais au final, je reviens. Peut-être là, l'histoire du design, c'est un peu ça aussi dans ma tête. C'est aussi produire, même si avec l'aide du BO, mais bon, j'ai quand même mis pas mal de mois. Mais c'est essayer de changer un petit peu, peut-être, je sais pas. Et sinon, ouais, comme je suis quand même la moitié du temps à la campagne, il y a aussi toutes ces histoires de jardin et tout ça. Je fais une formation en ce moment à Versailles. J'ai fait connaissance et utilisation des végétaux. Et là, je fais l'histoire des jardins dans le monde. C'est aussi une manière d'ouvrir vers d'autres choses qui peuvent m'intéresser, mais dont je me sens pas du tout capable de pouvoir gérer, mais qui pourraient peut-être rapporter de l'argent un jour. J'allais dire des questions sur le regard extérieur, l'accompagnement, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent dans ta pratique artistique, chez qui auprès de qui plutôt justement tu peux des fois chercher conseil de validation, bref, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes comme ça? Est-ce que c'est important? Les amis artistes, ça c'est important, ça c'est sûr. Après, j'adore avoir aussi le regard des fois de ma mère quand elle vient voir les expos, parce que je me dis c'est X, donc parce que le soutien de la famille, mon père, la première fois qu'il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, c'était le Colisée de Valparaiso. Donc, ça faisait déjà, je sais pas, 13 ans que j'étais sorti de l'école. Mais où là, il était fier. Alors qu'il est dans le bâtiment et que mon travail devrait lui parler, ça a mis vraiment du temps. Donc le soutien, là pour le coup, il a fait un hérissage. J'ai un grand frère, mon frère et moi, de son vivant. Donc ça, c'est aussi un confort. C'est-à-dire que j'ai quand même une petite maison qui m'appartiendra dans 13 ans. Mais ça, c'est merci papa. Et c'est sûr que sans avoir à me préoccuper du loyer ni d'avoir des enfants, ça me permet aussi d'avoir des revenus très petits. Oui, bien sûr. Mais alors dans le soutien, plutôt... Le regard sur le travail. Ouais. Tu dis les amis artistes... pour être conseiller, justement, des trucs des gens... commissaires d'expo. Ouais, il y a quelques commissaires d'expo avec qui j'ai vraiment beaucoup aimé travailler, avec qui j'ai eu l'impression de travailler vraiment. Et d'autres fois où je me suis trompé, où j'ai cru que le commissaire d'expo était un interlocuteur. Et j'ai fini par me perdre. Ouais. Donc ça dépend des fois. Et comment tu le situes justement que, en fait, son regard avait pas de pertinence sur ton travail? Tu t'en rends compte au bon moment? Ou tu t'en rends compte quand c'est trop tard? Un peu tard. Ouais. Mais parce que comme j'ai eu des bonnes expériences avec des commissaires avec qui qui m'ont vraiment fait travailler, mais en fait ils sont pas tous comme ça. Donc ouais. Peut-être tu veux des noms, tu peux nous donner des noms de commissaires que t'as pas aimé, avec qui t'as pas aimé travailler peut-être. Non, parce que c'est pas forcément des gens avec qui j'ai pas aimé travailler, c'est juste que j'ai raté. C'est eux qui étaient mauvais, plutôt. Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi moi qui me suis embrouillé. D'accord. J'ai pas tous les noms en tête. T'as fait des livres? Peu. Des petits livres, des petites éditions pour des événements locaux, c'était bien. Genre passe-partout, parce que dans l'exposition, il y avait 50 fragments et c'était les gens qui habitaient le territoire de Belfort, ils avaient le droit de venir chercher leurs fragments à la fin de l'exposition. Et en échange, ils m'invitaient chez eux faire une photo et c'était une petite édition, un petit passe-partout. Mais il fallait habiter le territoire de Belfort pour avoir le droit. Et Vue du ciel à Quimper, c'était un panini avec des autocollants à coller pour expliquer toute la trajectoire d'un projet.
de la démolition d'un immeuble à la construction d'une œuvre. Donc, des petites éditions comme ça. Et un livre avec l'école de Strasbourg, parce que j'avais fait beaucoup de choses avec eux, et un autre avec le FRAC Bourgogne, et l'école de... Mais ça date de 2006, je crois, le dernier. Ça, j'avoue que j'aimerais bien, comme les 3/4 de mon travail, il part à la poubelle. Bah oui, c'est ce que un jour, j'aimerais bien un gros pavé, mais je veux des fiches techniques. Je m'en fous de qui c'est qui écrit le texte et tout ça. Donc, dès qu'on fait un livre, on demande c'est qui écrit le texte. C'est pas... T'as bien documenté ton travail, du coup, vu que ça disparaît, est-ce que il y a des bonnes photos? Enfin, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, même encore maintenant, ou au contraire, c'est toujours un petit peu le parent pauvre où tu fais merde, cette fois-ci, j'ai encore merdé les photos. Comment ça se passe? Non, bah, il y a les vieilles œuvres que j'aime bien quand même, mais bon, c'est des diapositives, faut les scanner. Yes, ouais. Et même des travaux vidéo, c'est quand même dur à montrer aujourd'hui. On a plus l'habitude du grain J8. Mais bon, ça se présente encore. Et là, par exemple, pour l'exposition Belle Ordinaire, j'ai fait venir Aurélien Moll, merci à la DAGP, pour faire les photos, parce que c'était important pour moi, là, cette fois-ci, d'avoir des belles photos. Il y a pas mal de centres d'art, quand même, qui ont leurs propres photographes. Je vois la différence. Moi, j'adore quand chacun fait son métier. Quand c'est moi qui fais les photos, c'est pas trop mal. Mais je suis pas photographe. De la même manière que quand c'est moi qui fais le graphisme d'un fascicule, c'est pas terrible. Il y a des gens dont c'est le métier. Ça, je l'ai appris j'ai détesté les graphismes, mais j'ai appris en habitant avec un graphiste. En fait, ils lisent le livre avant de faire la couverture. Alors que moi, je pensais que je voyais un catalogue d'artistes, je dis, on voit plus le travail du graphiste que celui de l'artiste, c'est nul. Mais en fait, c'est pas toujours comme ça. Donc, j'aime bien quand chacun est à sa place. C'était quoi la question? Donc, le rêve encore d'une édition papier, j'aimerais bien. Je suis content, on dit un peu du mal des graphistes aussi. Mais il y en a des très bons. Il y en a des biens. Un Marceau. Bah, ceux qu'on a invités. Oui, tout à fait. Par exemple. Oui, effectivement. Mais sinon, il y a mon site internet quand même que je me casse la tête à mettre à jour une fois par an, on va dire, et que je considère un peu comme mes archives. Peut-être ça vous intéresserait, parce que quand je l'ai refait, il était pas trop mal, mais il marchait, il était compliqué avec Dreamweaver à remettre à jour, donc j'ai refait avec une jeune fille Oriana Dufresne de Limoges, quand j'étais coordinatrice du post-diplôme de Limoges, en porcelaine. Et j'ai rangé œuvre d'un côté et variété de l'autre. Et variété, c'est tout ce qu'on fait, mais qui fait pas vraiment des œuvres. Donc, tout ce qui est workshop, jury, participation aussi. Moi, j'adore participer aux œuvres des autres. Je suis dans pas mal de films de Marie Lausier. Je suis dans... voilà, des variétés. J'appelle ça variété. J'ai un groupe de musique pendant un moment qu'on avait monté qui s'appelle HLP3. C'est Hubbard le Ricolet Pabeuf. Parce que je connais un grand saxophoniste qui s'appelle Daniel Pabeuf, qui a quand même joué avec les Marquis de Sade. Et Régnier le Ricolet, qui lui a appris la musique d'une autre manière. Et je voulais qu'ils se rencontrent, donc j'ai dû mettre ma voix pour les rassembler. Donc on a fait quelques concerts et quelques cassettes. Donc voilà, variété, c'est un peu tout ça. Justement, tu parles de ton site internet. J'ai l'impression que ça va vers réseau diffusion. Est-ce que tu peux nous parler de comment de la représentation? Est-ce que tu participes à des vernissages, des rencontres? Est-ce que tu vas chercher les gens? Est-ce que tu les sollicites pour leur présenter ton travail? Comment tu fais? Moi, j'y crois pas du tout que ça marche. Là, par exemple, ce soir, je serais allée au Macval, parce que c'est les 20 ans du Macval et que Régnier y est. Mais ça fait bien longtemps que j'y suis pas allée. Mais je serais vraiment allée pour voir 3 amis, et pas pour rencontrer des gens qui sont supposés s'intéresser à mon travail. Non, je pense que ça marche. Moi, je crois encore. Je vais donner un exemple clair. Joëlle Pigeaudier-Cabot, directrice aujourd'hui le LAM, du musée d'art moderne et d'art brut de Villeneuve d'Ascq. Donc moi, je l'ai connue. J'étais étudiante à Dunkerque, toute petite. Hop, j'étais assistante. Après, j'ai fait d'autres trucs. On s'est recroisés. D'un coup, elle est devenue directrice de tous les musées de Strasbourg. Moi, j'habitais Strasbourg. Coup de peau, elle arrive. J'avais 2 expos à Strasbourg. Retour de résidence du CEAC, plus je sais pas quoi. Elle a vu le truc. Ça faisait déjà 10 ans que je la côtoyais, que j'allais dîner chez elle et tout ça. J'avais jamais parlé de mon travail. Elle a vu les expos et elle s'est dit,
Ah, mais dis donc, t'as bien travaillé, t'as grandi. Et elle m'a invité à faire une expo au musée de Strasbourg. À un moment donné, il faut aussi avoir confiance. Et je me suis jamais vendue à cette personne-là pour donner cet exemple. Donc, je crois encore à ça, que le travail paye. Après, de temps en temps, j'aime bien. Ça me dérange pas d'aller au vernissage. S'il y a une bonne ambiance, c'est agréable. C'est quand même l'occasion de voir des expositions, sinon après on n'y va pas. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux, peut-être? Je suis pas très bonne. À peine. Je fais des efforts. De temps en temps, j'essaye de poster un truc. Mais là, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait... Je suis bonne à faire suivre quand il y a quelqu'un qui me poste un truc pour faire une story. Et il y a quelqu'un de Toulouse qui a posté quelque chose sur l'expo de Pau que j'ai mis en ligne. Et ben il y a des gens que je connaissais à Francfort qui m'ont appelé, on dit Galerie Perpétuelle, tu veux pas faire une expo? Grâce à ce story que j'ai fait transférer. Donc ça peut, je pense que ça sert à quelque chose. Mais je m'en sers très très mal. Ouais. Mailing list, newsletter, tout ça? Non, rien. On arrive vers la fin. C'est trop laborieux, c'est dur. De temps en temps, j'arrive à faire à inviter des gens, mais même je compte toujours sur le lieu qui fait l'exposition pour inviter ses propres personnes. Ouais. Mais en fait, là où ça m'interroge, c'est que parce que c'est vrai que des fois, c'est quand même dur. Enfin, il n'y a pas d'actu ou il n'y a pas d'argent. Il peut y avoir de l'actu, mais il n'y a pas vraiment d'argent. On est dans les artistes sont dans des... C'est là qu'il faut un petit peu de chance. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu actives à ce moment-là? Est-ce que tu vois des potes, tu fais putain, c'est chaud. Est-ce que t'attends? Tu vois, en fait, c'était ça. C'était un peu ça ma question, plus que... Ouais, j'attends et pour l'instant, j'ai encore un peu de chance. Non, mais c'est un message d'espoir, en fait, parce que ça veut dire que tout simplement tu bosses et puis que en fait le travail paye et que c'est bien, quoi. Ouais, mais pourvu que ça dure, on sait pas. Ça te fait peur, ça? Non, mais ça m'embêterait que ça s'arrête, quoi. S'il y a pas un seul coup de fil dans l'année. Est-ce que des fois ça se passe mal aussi? Est-ce que des fois, pas avec les services de la mairie, mais est-ce que des fois ça se passe mal sur certaines expos? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et quand il y a des problèmes, c'est quoi? Pas sur des expos. J'ai pas de trop mes souvenirs. Franchement, mes derniers mauvais souvenirs, c'est vraiment des jurys de 1%. C'est comme aller au bac et après on fait des cauchemars quand même. Toi, t'as travaillé pendant 3 mois pour préparer un projet et t'as 10 minutes pour le présenter et t'as des mecs et des femmes qui posent des questions que tu trouves complètement à côté de la plaque et tu sais plus bien ce que tu fais là et ça c'est et puis en plus tu perds et donc ça c'est quand même c'est dur. Je trouve émotionnellement, tu vois, il y a ce truc là dont je me souviens. Non, parce que les moments de montage, avec moi, c'est quand même toujours des moments assez festifs. Même si c'est pas moi qui travaille, je fais à manger. Donc, j'arrive je pense à rendre les choses assez... Je pourrais en trouver des mauvais souvenirs, mais je les ai pas. Très bien. On a fait le tour des questions? Oui. Bah, écoute, moi là, j'ai pas de lumière en tête, si ce n'est un peu comme peut-être une nouvelle question récurrente d'une forme de peut-être de conseil, enfin je sais pas, un truc à dire aux artistes, créateurs, créatrices en devenir ou en cours, un truc important, je sais pas, un truc important ou pas, ou complètement con. Mais quel serait le conseil que tu donnerais aux gens qui galèrent, qui galèrent pas? Persévérer, continuer, travailler dur, arrêtez de faire des fautes d'orthographe, faites-vous corriger avant d'envoyer des dossiers. Je pense une certaine application aussi. Je très classique. Vous pensez pas que vous êtes le meilleur, on est un parmi, on est nombreux et il
on a besoin d'un petit peu de chance, mais En tout cas, avoir confiance en ça. Ouais, au fait de faire les choses, quoi. Il y a toujours un moment où ça finit par payer. Et de continuer. Hein. Mais parce que je pense que finalement, ma vision, elle est encore plus romantique que celle de l'artiste qui souffre dans son atelier et qui reste jusqu'à 6 heures du matin pour terminer sa toile. Pour moi, ce serait la position la plus romantique. Puis finalement, je me dis la mienne, d'aller sur place, travailler avec les gens sur place, c'est encore plus idyllique, on va dire, si c'est pas romantique. Mais je pense que ça peut continuer à marcher pour beaucoup de gens. En tout cas, ça peut exister. Voilà. Non, mais c'est important aussi de pouvoir se dire ça, c'est que... Et si un conseil, ça serait pas devenir monotache. Beaucoup d'artistes quand même des que j'aime beaucoup, qui cachent une partie de leur travail pour avoir une cohérence dans leur travail et non montrer qu'une seule face, montrer toutes vos faces. Il y a pas, c'est ça qui est beau justement, qu'un artiste est multiple et qui fait des choses différentes et surtout pas cacher ça, quoi. Eh bien, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de Séverine sur son site severinehubbard.net ainsi que sur son Instagram @severinehubbard. Merci beaucoup à Cyril et ses collègues du pôle audiovisuel qui nous accompagnent et nous accueillent au Centre Pompidou pour ce projet. Pour suivre les actualités de notre projet Sans Titre, ça se passe sur Instagram @sanstitre.cast. Sachez que vous pouvez également retrouver toutes nos anciennes interviews sur Spotify ainsi que sur YouTube. Un grand merci à Paul pour son aide précieuse dans notre projet, notamment sur les aspects du montage audio et vidéo. Un grand merci à Olivier Schloberg pour le générique. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.